Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons parler histoire. Nous allons remonter loin à l'époque de la Réforme pour le Cénacle de Meaux qui a été une aventure spirituelle et humaine qui est magnifique et qui vaut la peine d'être découverte. Alors pour en parler, c'est notre historienne Nicole Vray. Bonjour Nicole. Bonjour. Nicole Vray, donc vous êtes docteur ès-lettres, vous êtes historienne, théologienne, hébraïsante, et vous êtes membre de l'Académie de Caen et de Nîmes, ainsi que membre de la Société d'histoire du protestantisme français. Voilà. Alors régulièrement, on cite vos livres, et votre dernier livre, donc est appelé Catherine de Bourbon, et puis apparaître bientôt un nouveau livre encore sur une femme que vous nous faites découvrir, Louise de Coligny, qui était la digne fille de l'amiral. Assassinée à la Saint-Barthélemy. Assassinée à la Saint-Barthélemy. Ouais. Voilà. L'amiral de Coligny. Oui, mais pas elle. Ah non. Voilà, donc non. Vous nous en parlerez un jour. En tout cas, déjà, le livre va paraître. Volontiers. Alors, aujourd'hui, Nicole, nous parlons du Cénacle de Meaux. Est-ce que vous voulez nous dire déjà l'époque ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce Cénacle ? Si vous voulez bien, on remonte... le Cénacle de Meaux, ça dure pas longtemps. C'est 1521-1525. Voilà. Donc, au XVIe siècle, assez tôt dans la Réforme. Mais si vous voulez bien, on remonte à 1516, parce que c'est le Concordat signé par François Ier, si on a eu un roi intolérant, avec Léon X. Et pourquoi ? Parce que ce Concordat fait du roi de France un chef d'État, évidemment, mais spirituel. C'est le pape en France avec ce Concordat. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'il faut le signaler. Donc 1516. 1516. Date importante. Concordat de Bologne. Voilà. Léon X et François Ier qui fait du roi de France, donc François Ier et les autres. Vraiment le chef, le chef incontesté et incontestable, politique et religieux. Voilà. Donc un mélange complètement du pouvoir politique et religieux. C'est plus qu'un mélange, c'est lié, c'est complètement lié. C'est indissociablement, c'est ça ? Indissociablement, oui. Lié, voilà. Oui. Donc voilà, quand on a 1516, François Ier devient ainsi le chef, on pourrait dire, de l'Église en France. Et pendant ce temps-là, 1516, résonne immédiatement 1517 Luther. Donc 1517, Luther qui fait donc toutes les idées luthériennes arrivent et donc on va avoir en France, cette opposition, cette haine des idées. Vous savez, on les appelait la vermine luthérienne. Ah oui. Enfin, j'allais dire c'était normal, puisque personne ne comprenait ce que ça pouvait être. Enfin, on en reparlera une autre fois peut-être. Voilà. Donc ça veut dire que en 1521, donc vous voyez, très peu de temps après, des humanistes, parce qu'on est en plein dans l'humanisme, quelques humanistes se disent, il faut peut-être essayer de se comprendre et de voir ce qu'on peut faire. Alors, dans ce groupe, d'abord, ils vont se réunir à Meaux. C'est pour ça qu'on dit le Cénacle de Meaux. Et pourquoi à Meaux ? Merci de la question. Très important. Pourquoi Meaux ? Parce que Meaux, c'est une ville de minotiers, de tisserands et d'artisans. Et il faut se souvenir, on n'en parle jamais assez, que tous les artisans, je ne sais pas si vous bricolez, mais quelqu'un qui bricole ne cesse de réfléchir. Bien sûr. Il a perdu son marteau, il cherche la bonne vis, enfin je dis n'importe quoi. La bonne taille, le bon emplacement. Ouais. Ça veut dire que l'artisan est quelqu'un qui seul, devant son ouvrage, réfléchit et approfondit tout le temps. Et les artisans seront précisément ceux qui seront le plus
à l'avant pour la réforme, si vous voulez. Voilà. C'est très intéressant ce que vous dites, je trouve. Ah oui. Bah oui, d'imaginer ces artisans qui finalement travaillent seuls. Oui. Et du coup, sont connectés un petit peu à peut-être leur vie intérieure plus que d'autres. Quelque chose très intéressant sur les artisans et les colporteurs. J'aime beaucoup aussi les colporteurs. Et tous les deux, artisans et colporteurs, risquent la mort, etc. La même chose que les... On avait parlé des colporteurs. On en avait déjà parlé. Avec. Non, mais je ne sais plus. Bon, on recherchera. À voir. Donc nous sommes à Meaux en 1520. C'est une ville de minotiers, de tisserands, d'artisans, et on l'appelle même la Brie luthérienne. Ah oui, carrément. C'est vous dire que les idées luthériennes étaient arrivées jusqu'à Meaux et s'étaient développées, puisque la Brie luthérienne. Et alors, voilà, un groupe de gens qui vont essayer de se réunir et de faire avancer les idées. Alors, qui sont ces gens ? Alors, si je vous dis Lefebvre d'Étable, vous connaissez. Bon. Si je nom, en tout cas. Voilà. Si je vous dis Guillaume Farel, tout va bien. Voilà. Marguerite d'Alençon, la sœur de François Ier, qui a été vraiment... elle a vraiment presque leur chef. Clément Marot, que vous connaissez, voilà. Bien sûr. Et figurez-vous... Donc des écrivains aussi. Oui, voilà. Et figurez-vous, un catholique, un évêque, Guillaume Brissonnet. Alors, ce Guillaume Brissonnet, très important, très intéressant, parce qu'on va l'appeler l'homme de la pré-réforme, de la réforme, de la contre-réforme. Oui. Au fur et à mesure... Il est resté catholique. Ah oui, il reste évêque. Mais très ouvert aux idées nouvelles de la réforme. Au début. Pré-réforme. Et puis, réforme. Et puis, on va en parler. Il va revenir sur tout ce qu'il pensait. Et ce sera l'homme de la contre-réforme. D'accord. Voilà. Donc, à Meaux, en 1521, tous ces gens se réunissent et veulent tout d'abord, mais ça ne va pas vous étonner, traduire le Nouveau Testament. Les gens disent la Bible. Non, c'est le Nouveau Testament. Tout le monde dit traduction de la Bible au XVIe, mais non. Et pourquoi ? Pour une raison objective très simple. C'est que l'Ancien Testament, il est en quoi ? Il est en hébreu. En hébreu. Et on ne connaît pas l'hébreu. Ah oui. Tandis que le Nouveau Testament est en grec, là, tout va bien. Tout le monde connaît le latin et le grec. Donc, ils veulent traduire le Nouveau Testament en français, avec évidemment des inquiétudes, parce qu'ils vont le faire, mais le Parlement de Paris va l'interdire. Il va même interdire aux imprimeurs de le vendre. Alors, pour vous donner un peu une chronologie, le 1er août 21, le Parlement de Paris l'interdit. Le 3 août, donc 2 jours après, les imprimeurs et les marchands, enfin ce qu'on appellerait les libraires, les marchands de livres, doivent porter les livres au greffe du palais de justice dans les 8 jours sous peine d'amende. Qu'une amende, il ne faut pas se plaindre. Oui, pour l'instant. Le 2 septembre, donc peu de temps après, c'est entériné par la Sorbonne. Le 3 octobre, le Parlement accuse les universités, cette fois, d'éditer et de vendre les livres de Luther. En novembre, c'est une ordonnance royale qui insiste là-dessus, et encore une fois, en décembre. Donc vous voyez que traduire le Nouveau Testament... Ça se déchaîne. Voilà, ça se déchaîne, exactement. Et cependant, il est quand même traduit. Il est quand même traduit en français, le Nouveau Testament et les psaumes. Et les psaumes. Voilà. Donc nous parlons du Cénacle de Meaux, qui va avoir lieu en France de 1521 à 1525 et qui démarre donc à Meaux, dans une terre qu'on appelle, comment vous appelez ça ? La Brie luthérienne. Oui. Voilà, un endroit d'artisans et de minotiers où il y a beaucoup d'humanistes et d'écrivains, de gens... et déjà de réformés. Qui sont intéressés par les idées de Luther et notamment traduire le Nouveau Testament en français pour que les gens puissent comprendre ce qu'ils disent. Voilà. Jusque-là, voilà. En août 25, le Parlement... Alors, il est quand même traduit en 22-23. Oui, malgré les interdictions. Malgré les interdits, il est quand même traduit, mais en août 25, le Parlement l'interdit et Lefebvre d'Étable, dont on vient de parler, doit fuir à Bâle, puis à Anvers.
Et à Anvers, c'est le Nouveau Testament, de nouveau, cette fois-ci, qui est non seulement traduit, mais complété, etc., et qui servira à quelqu'un que vous connaissez, Olivetan. Olivetan, c'est le cousin de Calvin. Et Olivetan, la Bible d'Olivetan. Oui, c'est ça. Donc, ce Nouveau Testament servira à Olivetan en 1555, quand il faudra l'éditer bien sûr. À Genève, bien sûr, en toute liberté. Et pendant ce temps-là, on retrouve notre Guillaume Brissonnet. Donc, l'évêque de Meaux. L'évêque de Meaux, qui avait été l'homme de la pré-réforme, de la réforme et de la contre-réforme. Là, il est l'homme de la réforme parce qu'il fait distribuer gratuitement le Nouveau Testament aux pauvres. Vous voyez un évêque catholique qui fait distribuer ça en 1523. Et il oblige les curés à le lire aussi en français. Donc, vous voyez, il était avancé quand même. Était avancé. Mais il s'arrête. Pourquoi ? Parce que la Sorbonne l'interdit. Ah oui. Voilà, il a voulu rester dans le toujours des gens droit chemin. Exactement. Des gens qui ont envie d'avancer et puis les interdits officiels, on peut dire, officiels, politiques en tout cas. Voilà. Il voulait rester à sa place d'évêque. Eh bien, exactement, sans bouger. Sans bouger. Voilà. En octobre 23, notre ami Brissonnet, là, c'est plus l'homme de la réforme ou de la pré-réforme. Il commence à revenir sur ses déclarations parce qu'il commence à être attaqué. En 1523. 23. Ah oui, donc assez vite après, en fait, deux ans après le lancement de ce mouvement. Là, on est en octobre. Et en 23, c'est encore pire parce qu'il est donc menacé de sanctions, etc. Donc, vous voyez, on avance mal. Mais on n'est que... Luther, c'est 17. On est quoi, 5-6 ans après. Alors, Nicole, j'ai une question par rapport à ça. Ça m'étonne parce que Luther, il a commencé à faire sortir ses textes. Diffuser ses textes en 1517, en octobre, avec les thèses. Et déjà, en 1521, est-ce que Luther, lui, il avait déjà... vous avez raison de signaler ce fait dont on ne parle jamais assez. Merci, Christine. Parce que, effectivement... Les idées de Luther arrivent assez vite. Ah oui. Elles se diffusent. Alors, on dit toujours, il a affiché à Wittenberg. Il n'a rien affiché du tout. C'est une légende. Il les avait déjà envoyées à des princes électeurs et autres, ses idées, ses thèses, les 95 thèses. Oui, donc en 1517. Affiché. Mais il a diffusé beaucoup déjà en Europe. Mais pardon, ça c'était en allemand. En 17, oui, en allemand. Mais en allemand. Et les gens parlaient allemand Non, parce que ça arrive en France et c'est traduit. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Vous posez la bonne question. C'est que ça arrive assez vite et c'est diffusé assez largement. Alors comment ? Nos fameux colporteurs. Voilà. Nos fameux marchands. Les foires, les marchés. Il ne faut jamais oublier les foires. Les foires, c'est très important. Toutes les voies fluviales. Il y a beaucoup de communication. Il faudra un jour parler sur les communications et les échanges au XVIe siècle, XVIe, XVIIe. Comment ces idées se sont répandues. Exactement. On dit aujourd'hui avec... Alors qu'il n'y avait ni Internet, il n'y avait rien et ils savaient tout. Maintenant, il y a tout et on ne sait rien, si je puis dire. Pardon pour le... Voilà. Mais je répète parce que ça me plaît assez, parce que j'aime bien faire des choses comme ça. Voilà. On n'avait rien, on savait tout, et maintenant on a tout et on ne sait rien. Voilà. Bon, j'exagère, je caricature. Oui, un petit peu, mais on comprend. Mais c'est quand même un peu ça. En toute relativité, c'est quand même un peu ça. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait aucun moyen technique. On n'avait que la parole, les chevaux, voilà... Et les idées se répandaient. Et les idées qui se répandaient, les gens qui se rencontraient. Quand on pense qu'un Huss en Tchéquie savait ce que Wycliffe en Angleterre avait dit, excusez-moi, ça prouve que les communications se faisaient. Voilà. Aujourd'hui, on a tout. C'est vrai. On a trop, en fait, du coup. On a tout en communication, mais on a peut-être trop, ce qui fait que... Enfin bref, c'est un autre sujet, mais c'est bon à souligner. À pointer.
Alors du coup, là, on est quand Donc même là, toujours... on était en 1523 avec 1523, l'évêque Brissonnet qui qui va de plus en plus mal. Ben oui, Et Hameau, qui est obligé de Hameau revenir. en 1524, puisque Meaux est quand même justement l'abri luthérienne, il y a violence, iconoclasme, etc. Tout ce qui est opposé à tout ce qui est réforme, quoi. Voilà. Ah, donc de la violence Oui. contre ce mouvement du Oui. Cénacle de Meaux Oui. qui répandait des idées nouvelles. Nouvelle, exactement, De en Luther. 24 et 25. Et on a dit que... Et donc de la violence, ça veut dire que les ils gens... se battaient. Oui, Oui, des catholiques. Oui, on c'est peut ça. dire ça, que c'était Oui, les catholiques qui refusaient. iconoclasme, donc on casse ce qu'il y a dans les églises, enfin comme d'habitude, quoi. Non, mais les églises, elles étaient catholiques à l'époque. Oui, bien sûr, mais justement, les c'est les réformés gens vont- avec les nouvelles idées réformées Voilà. qui cassent dans Qui les cassent, églises. bah oui. D'accord, pardon, j'avais... Mais oui, mais Pas on bien va compris. retrouver ça d'ailleurs, Ah on oui, fait un saut oh là un là. petit peu, mais on va retrouver ça à la première guerre de religion, que grand historien Denis Crouzet a appelé la première guerre pédagogique, où justement la première guerre de religion a été les réformés qui attaquaient et cassaient tout ce qu'ils trouvaient de catholique pédagogiquement. C'est-à-dire s'ils cassaient une statue de la Vierge, c'est pas parce qu'ils n'aimaient pas la Vierge, c'est parce qu'ils ne voulaient pas d'icône. Oui. Ils ne voulaient pas d'image, ils ne voulaient pas d'idolâtrie. Vous voyez, c'est tout. Après, ça s'est transformé en guerre politique. C'est un autre sujet. Oui. Voilà. Ouais. Donc, en 24-25, arrestation, violence, dons, martyrs. Et 25, attention. 25, qu'est-ce que c'est aussi? Ben, c'est Pavie. Alors, retour en arrière, s'il vous plaît, parce que François Ier, 1515 Marignan. Alors, on va vite rectifier les choses. 1515, Marignan, François Ier, blablabla. Erreur. Pourquoi il a gagné à Marignan? Parce qu'il y avait les Vénitiens avec lui. Et l'artillerie. Il gagne. Il gagne rien du tout, c'est les Vénitiens qui gagnent. Mais comme il fait partie Mais des... il s'attribue la gloire, en fait. Exactement. 10 ans après, en 25, il n'y a plus les Vénitiens à Pavie. Il n'y a plus l'artillerie. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il perd. D'accord. Il perd. Donc il François perd tellement. Ier, qui était le chef un peu Voilà. de l'Église Eh ben, et de exactement. tout ça, Il se est grand retrouve perdant. Il est vaincu. Il est fait prisonnier par Charles Quint avec les 2 enfants en otage. Mais ça, tout le monde le faisait, hein, les enfants en otage. Donc, c'est pas que lui. Hein. Mais voilà. Non, mais ça veut dire qu'en 25, il y a la guerre des paysans. Il y a souvent des guerres de paysans. Et là, oui. elle est en Allemagne. Et ça veut dire quoi? Que, justement, on a dit notre Cénacle de Meaux 1521-1525. On comprend vite pourquoi. Eh bien, 1525, comment il s'appelle? François Ier va rentrer, l'Église catholique va reprendre force et habitude, et voilà, et le Cénacle de Meaux, j'allais dire, va mourir de sa belle mort. Ouais. Vous voyez, il y a eu 4 ans où on aurait essayé, avec les humanistes, avec Brissonnet, etc., d'avancer dans la communication et dans la compréhension. Eh bien, ça n'a pas fonctionné. Et pourtant, il y a une femme qui a essayé encore d'aider et de faire avancer les choses, c'est Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier, qui protégeait Marot, Lefebvre d'Étaples et les autres, qui sont d'ailleurs, ils sont réfugiés à Nérac chez elle. Hein, oui. Donc la sœur de François Ier, qui, elle, était très ouverte aux idées de la réforme, bien sûr. mais qui a réussi quand même à rester... Elle est restée catholique. Elle est restée catholique, mais elle a accueilli, elle a... Ah oui, tout à fait. Elle a partagé des idées. J'ai commis un livre qui s'appelait Marguerite de Navarre au seuil de la réforme. J'aime beaucoup le titre parce que d'abord, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est l'éditeur. Et c'est exactement ça. Elle est restée au seuil. Elle a pas franchi. Elle n'a pas franchi le seuil. Elle n'a pas franchi la porte. Elle est restée catholique. Mais elle comprenait tout. Ouais. Et elle formidable. Ah oui. Elle est restée intègre. C'est le rêve, ça.
Oui, c'est rare. Ouais. Elle est restée intègre, sûre d'elle, etc. Mais elle comprenait tout ce qui se passait. Mais enfin, écoutez, on est au XVIe siècle, c'est depuis le XIIe que l'Église catholique a besoin de réformes. Voilà, c'est pas nouveau. Bien sûr. Donc, c'est la suite d'un long, d'un long cheminement de c'est réflexion. pas tout d'un coup, Non. c'est arrivé. En histoire, il n'y a jamais un jour on se réveille, on va faire ça. Il y a toujours quelque chose qui date depuis longtemps et puis qui avance. Et puis voilà, quoi. Alors voilà comment s'est terminé, j'allais dire, le Cénacle de Meaux. Alors, ce qui s'est passé, alors les gens qui en ont fait partie, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Guillaume Farel, dont on parlait, est parti à Genève. D'abord Neuchâtel et puis Genève. Et donc Guillaume Farel, c'est un des grands réformateurs. Exactement. Lefebvre d'Étable est parti à Strasbourg. François Ier, pas bête, l'a rappelé pour qu'il soit précepteur de ses enfants. Ah donc oui, quand même. Il est revenu. Donc Lefebvre d'Étable. Oui. Donc grand humaniste. Voilà. Clément Marot, que tout le monde connaît, lui s'est réfugié chez Marguerite de Navarre à Nérac. Et puis à Ferrare, chez René de France. On a le temps de rappeler René de France. Alors, René de France est la fille de Louis XII, la deuxième fille de Louis XII et Anne de Bretagne. Oui. L'aîné, c'était Claude de France, qui a épousé François Ier, précisément. Voilà. Claude de France qui a épousé François Ier, et donc... Et Renée, c'est la petite sœur de Claude. La petite sœur de Claude. La petite sœur de Claude, la Benjamine. Donc la petite belle-sœur de François Ier. Exactement. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc elle a épousé, elle, le Hercule d'Este, le duc de Ferrare. Et donc elle est partie en Italie, où elle est restée longtemps. Elle n'est rentrée qu'à la mort du mari en 1559. Bon. Donc Clément Marot, il a d'abord été à Nérac, chez Marguerite de Navarre, qui lui a conseillé, disons, de partir plus loin. Ils ont eu du nez, j'allais dire, tout cela, de partir. Oh oui. Parce que ceux qui sont restés, ça s'est mal fini pour eux. C'était le bûcher. Ouais. Voilà, oui, voilà. Ouais. Et puis alors à Meaux, ce qui s'est passé, qui est resté quand même réformé, il y a une église évangélique qui s'est fondée. Et puis en 1934, catastrophe, c'est l'affaire des placards. Vous vous souvenez, l'affaire des placards? Alors là, ça a été la première immense condamnation, bûcher, immense condamnation dans toute la France, condamnation officielle, signée, confirmée, etc. Et premier grand exil. Tout le monde part de la Saint-Barthélemy, voilà. Mais non. Le premier grand exil, c'est 1534. Et puis en 1540... Redites-nous, Nicole, la Saint-Barthélemy, la date? 72. 1572. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Ouais. Mais c'est pour ça que ce grand Donc exil... l'affaire des placards ou des textes avaient été placardés. C'était des affiches qu'on placardait. Chez François Ier. Il faut dire les choses d'une maladresse terrible. Oui. D'une maladresse, il y a toujours des extrémistes partout, sur toute la planète. Et cette maladresse de texte a déclenché... qui a déclenché les haines et surtout les condamnations au bûcher. Ouais. En 1540, un autre édit royal de François Ier recondamne au bûcher et comment on dit, plus que pardonner, pousse aux délations contre les hérétiques. En 42, 2 ans plus tard, on interdit, mais on retrouve les mêmes choses. On va interdire aux libraires et aux imprimeurs ou d'imprimer ou de vendre. Mais oui, on retrouve, c'est toujours la même... voilà. On muselle la presse. Voilà. Mais oui, exactement. De façon moderne. En 43, c'est la Sorbonne qui s'y met. Ça ne nous étonne pas. En 45, c'est l'affaire de Mérindole. Alors, on ne parle jamais de l'affaire de Mérindole. Et c'est très grave parce que l'affaire de Mérindole, c'est 34-45, c'est 10 ans après l'affaire des placards. C'est une ressucée de l'affaire des placards à Mérindole, en 45. Et donc, rebûcher, recondamnation, voilà. Et on en parle, je ne sais pas pourquoi on ne parle pas souvent de Mérindole, alors que c'est aussi grave et aussi terrible que... voilà. En 46... En tout cas, moi, ce que ça me dit, tout ce que vous nous déclinez comme date et comme bûcher, etc., c'est que c'était vraiment tout ce XVIe siècle, ça a été une immense guerre de religion, en fait. Bien sûr.
Ben, c'est le siècle des guerres de religion. Ah oui, vraiment. Mais les guerres de religion commencent en 62, en 1562. Oui, mais officiellement. Mais la preuve, c'est Mais que voilà, déjà avant... c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Catherine de Médicis et les autres se sont pas réveillés un jour en Tout à octobre, fait. Ouais. parce que c'était en octobre 1562, en se disant on va déclencher la guerre. Avant octobre 62, il y a eu mars 62, le massacre de Vassy. Ah oui, C'est là. Mais le massacre de Vassy en mars, c'est quoi? C'est rien, c'est une étincelle. Il fallait une étincelle pour déclencher les choses. Ouais. Ça aurait été le massacre de ailleurs, ou peu importe. Mais voilà, c'était Vassy et c'était en mars. Et en octobre, c'était la première guerre de religion. Mais voyez, vous l'avez bien fait remarquer, comme c'est précédé. Mais oui. C'est précédé depuis 20 ans. De tout. Et donc, une question, c'est ce cénacle de mots qui a été, je dirais, une éclaircie dans le ciel de 1521 à 1525. Est-ce qu'il y a eu, malgré toutes ces persécutions, est-ce que ça a été suivi d'autres moments comme ça Non. Non, pas vraiment. Vous me volez ma conclusion. Eh bien, ça tombe bien, Nicole, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Alors, on arrive à la fin et je vous dis, voilà... Hameau, exécution, bûcher, etc. en 1549 et c'est fini. Ah, oui. Et c'est fini. Le Cénacle n'a duré que 4 ans, de 1521 à 1525. C'est une tentative d'avancée de compréhension entre catholiques et luthériens, mais qui a été un échec. Est-ce la faute de François Ier? Mais il n'est pas tout seul. Il y a l'Église catholique derrière, etc. Même s'il y avait Marguerite de Navarre qui essayait d'arrondir les angles, même s'il y a eu Guillaume Briçonnet qui a fait ce qu'il a pu, mais qui est revenu dans le sein de son Église, est-ce qu'il était trop tôt? Vous savez, en histoire, il faudra faire un jour quelque chose sur les rendez-vous manqués de l'histoire. En histoire, il y a les erreurs, on se trompe, il y a les mystères, le masque de fer, on ne sait toujours pas, etc., etc. Et il y a les rendez-vous manqués. Ouais. Il y a même jusqu'à aujourd'hui... C'était pas la bonne heure, en fait, peut-être. Oui, où les gens ne se sont pas compris, où c'était trop tôt, c'était pas le bon moment. Est-ce que ce cénacle de mots n'a pas été un rendez-vous manqué? Mais qui fait qu'après, c'est trop tard. C'est trop tard. Tout est enclenché pour attiser les haines entre catholiques et protestants. Mais j'allais dire, c'est presque normal, puisqu'à l'époque, comme on l'a dit tout à l'heure, politique et religion, c'est trop lié, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Nicole, donc pour l'exposé sur ce cénacle de mots et de nous soulever le voile un peu plus de cette histoire tourmentée entre catholiques et protestants. On pourrait en dire encore davantage, mais bon. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Maria